Aujourd'hui, j'anime cette masterclass, comme l'a dit Oulé, dans le cadre de la semaine de l'IA. Alors, quand je suis sur ma présentation, je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à ouvrir votre microphone et à intervenir si vous avez besoin. Euh, donc, j'interviens dans le cadre de YISO, pour lequel je suis leaduse IA et automatisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas data scientist. Je suis pas data scientist, je suis pas développeuse. Moi, je suis une marketeuse. Mon travail aujourd'hui, je suis CMO, Chief Marketing Officer en part-time, donc à temps partagé. Je suis responsable marketing pour des entreprises, principalement dans la tech et pour l'industrie. Donc, l'IA, initialement, c'est pas du tout mon cœur de métier. Je suis juste une utilisatrice de l'IA au quotidien, donc je fais beaucoup, beaucoup de choses avec l'IA. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant 2 ans au sein d'une entreprise qui s'appelle Araeco, qui fait de l'IA pour l'industrie. D'ailleurs, je vois certains de mes anciens collègues présents dans cette masterclass. Euh, et en fait, ce qui fait que j'ai pu gagner beaucoup, beaucoup en maturité sur l'IA, le fait de travailler avec des data scientists au quotidien. J'avais accès à pas mal d'outils. Il y a eu des choses sur mesure qui ont été faites pour le marketing. Et du coup, aujourd'hui, mon but, c'est aussi de partager ces connaissances-là. Je continue de me former et d'apprendre au fur et à mesure, parce que l'IA, c'est une technologie qui évolue assez rapidement. Et du coup, je suis animatrice pour ISO. J'ai pu animer des workshops et j'accompagne sur d'autres projets de l'association. En termes juste de sémantique, juste qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle quand on parle d'IA. Donc l'IA, en fait, c'est l'intelligence artificielle. C'est un domaine très très large qui inclut pas mal de choses différentes, dont le machine learning. Donc c'est vraiment un apprentissage à partir d'un ensemble de données. Et le deep learning, du coup, avec un réseau de neurones profonds. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas data scientist, je ne vais pas vous expliquer ça en détail. Mais souvent, en fait, il y a un peu un abus de langage et en fait, on va parler d'IA pour faire référence au LLM. Donc, les LLM, c'est les outils comme Claude, Gemini, ChatGPT, Mistral, etc., qui vont permettre de générer des quantités de texte et ou d'images. Euh, du coup, voilà, en fait, quand je vais parler d'IA, là, dans cette présentation, je vais soit faire référence à des LM, soit des outils de création-génération de contenu visuel. Qu'est-ce que j'utilise moi en tant que marketeuse au quotidien? Donc voilà, le but c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur mon utilisation de l'IA en marketing. Euh, donc j'utilise beaucoup les LLM, principalement Claude aujourd'hui, un peu ChatGPT et Gemini également, et les logiciels de création visuelle. Donc principalement Canva pour ceux qui connaissent ou Gamma pour la création de présentation. Mais il y a aussi d'autres logiciels qui ont intégré des IA avec des fonctions assez avancées. Je pense à HubSpot, mais il y en a plein, plein d'autres sur lesquels vous allez pouvoir utiliser des fonctionnalités IA. Mais du coup, ça va pas être, ça va être seulement pour quelques aspects. Par exemple, HubSpot, on peut l'utiliser pour nous accompagner à créer des workflows. Ça peut être utilisé pour tout ce qui est chatbot FAQ. Sur lesquels on va pouvoir interagir pour poser des questions. Ça va nous aider à faire des choses dans HubSpot, mais du coup, initialement, c'est pas un logiciel d'IA comme on peut avoir par exemple sur ChatGPT, Claude ou Gemini. Et pareil sur Canva et Gamma, initialement, c'est pas que des logiciels d'IA, mais ils ont des très très grosses fonctionnalités IA qui sont assez importantes dans leur utilisation. Est-ce que, là, juste pour un peu mesurer le niveau de maturité des personnes présentes, est-ce que vous êtes utilisateur ou utilisatrice d'outils IA ici? Vous pouvez écrire dans le chat ou intervenir, et si oui, lesquels? Juste pour que je comprenne un petit peu, voilà, aujourd'hui, quel type de profil on a dans le panel. Vous pouvez écrire si vous ne l'utilisez pas du tout aussi, c'est tout à fait possible. On a ChatGPT, Claude, Gemini, ChatGPT, ok. Claude, Claude et Gemini, peut-être pas Mistral, non, il y a personne qui l'utilise. Copilote aussi, donc ouais. On voit que globalement, vous avez tous plus ou moins au moins utilisé, vous utilisez plus ou moins régulièrement différents LLM. Ah, je vois quelqu'un aussi avec outils d'automatisation. Ok. Euh, Là, je vais vous faire. Oh, il y a une petite erreur, du coup, typiquement. Il y a c'est en 4 parties, du coup. Je vais vous parler de moi, comment je l'utilise pour le contenu visuel et du coup,
quelles sont les limites en fait de cette utilisation-là. Pour le contenu rédactionnel, comment en fait je lui donne le bon rôle en utilisant les prompts et les skills et comment utiliser l'IA pour automatiser et gagner du temps. Pour de la partie strictement contenu visuel. Donc, juste pour rappel, l'IA, elle voit pas. L'IA, c'est vraiment c'est du machine learning. Donc, du coup, c'est des probabilités. En fait, c'est des statistiques. On lui a donné énormément d'informations, on lui a donné énormément d'images qu'elle a analysées. Ça reste des mathématiques, c'est-à-dire c'est des pixels, c'est des codes. Et en fait, elle va créer avec un nombre de probabilités, du coup, le résultat qui lui paraît le plus cohérent dans toutes les données qu'elle a engrangées. En fait, comprendre comment ça marche, ça va vous permettre de mieux pouvoir l'utiliser parce que vous allez mieux comprendre ses limites et du coup comment elle fonctionne. Donc l'IA, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prédire des pixels. Mais l'IA n'a pas vraiment de sens esthétique comme un humain, comme quelqu'un de créatif. Elle va pouvoir prédire, mais pas donner du sens à ce qu'elle fait. Euh, à un moment donné, ça se voyait beaucoup. On avait toutes ces blagues-là sur les photos avec des mains à 6 doigts, etc. Aujourd'hui, quand même, les logiciels de création d'images, par exemple de génération d'images, sont pas mal améliorés. On n'a plus trop ce genre de soucis, mais c'est pas encore suffisant. En tout cas, là, je vous parle vraiment à l'échelle d'une utilisation lambda comme moi, comme vous. Il y a des logiciels beaucoup plus puissants qui permettent de faire des choses très poussées, mais du coup, c'est pas forcément des choses sur lesquelles nous, on a accès dans notre quotidien ou dans notre utilisation pratique professionnelle. On peut utiliser pas mal d'outils pour générer des images. Globalement, moi, j'en suis pas super satisfaite. Par exemple, typiquement avec Gamma, qui est la création de présentations, à chaque fois que j'essaye de générer des images, ce qu'il me propose, je trouve ça assez nul en fait. C'est souvent assez bateau. Ça se voit que c'est généré avec l'IA. On voit beaucoup de contenu sur LinkedIn avec des images qui sont générées avec l'IA. Euh, et globalement, ouais, c'est pas ouf. Je préfère encore beaucoup plus utiliser, moi, mes banques de photos que j'ai, les banques de photos disponibles en ligne, sur Canva, etc., plutôt que de réutiliser des photos générées de l'IA. Je sais pas ce que en pensez, n'hésitez pas à écrire en commentaire, du coup, si vous les utilisez et dans quel cadre. Par contre, ce que je peux utiliser sur la création visuelle, ça va être plutôt sur des schémas, de l'organisation, sur des slides, sur du contenu. Par exemple, quand j'ai une idée de concept et que je sais pas comment, ou que j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller récupérer, d'aller faire mes petits cadres de biens qui sont tous la même taille, de les aligner, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est relou à faire, clairement. On l'a fait pendant des années et en fait là l'IA va pouvoir nous sortir un contenu. Déjà, elle va pouvoir nous aider sur comment le montrer visuellement. On va pouvoir lui mettre un prompt du coup dans Claude, dans notre LLM, en lui disant voilà mon concept, voilà ce à quoi je pense, etc. J'aimerais que tu me proposes différents types de schémas pour visualiser ce concept et pour le présenter. Et du coup, vous allez pouvoir voir différentes façons de le montrer et utiliser ce qui vous paraît le plus adapté. Donc parfois, vous allez pouvoir le réutiliser direct, c'est-à-dire prendre une capture d'écran, enregistrer l'image, l'intégrer dans votre support, que ce soit une présentation, que ce soit un post, que ce soit un document, etc. Soit vous allez parfois devoir le refaire parce que du coup, même si ça vous a donné la bonne idée, en fait, vous allez vouloir modifier des choses que vous ne pouvez pas modifier en utilisant Claude directement si vous avez qu'une licence Claude et que c'est pas interconnecté avec d'autres outils, et du coup le refaire manuellement. Donc pour ça, ça peut accompagner. Pour tout ce qui est création visuelle, moi, un des gros freins que j'ai, c'est la lecture des chartes graphiques. C'est-à-dire, donc, je travaille pour des clients qui ont des chartes graphiques, donc la production de contenu visuel doit respecter ces chartes-là. Et honnêtement, j'ai pas encore de solution pour de la création visuelle qui permette de respecter vraiment une charte graphique. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai ma propre charte graphique qu'indépendante. Je sais comment je veux que mes slides ressortent, à quoi je veux qu'elles ressemblent exactement quand je fais du contenu pour mes clients. Et en fait, j'arrive pas du tout à reproduire quelque chose de similaire. Même quand je bidonne, quand je vais aller chercher des prompts vraiment pointus en mode non, je veux vraiment que tu ailles récupérer ce type-là, ce format-là, avec ces couleurs-là, avec ces formes-là. En fait, quand les IA vont me générer quelque chose, ça va jamais correspondre à 100% à ça. Et ce, malgré les différentes automatisations. En fait, moi, je suis passée sur Claude. Avant, j'utilisais beaucoup ChatGPT. Je suis passée sur Claude il y a quelques mois.
Et en fait, parce que du coup, Claude était facilement interconnectable à d'autres outils, et notamment Canva. Et moi, quand on m'a dit que Claude pouvait être connecté à Canva, ça a été une vraie révolution. Je me suis dit, putain, mais c'est génial, je vais pouvoir créer plein de choses, ça va m'enlever des tâches répétitives que je fais depuis super longtemps. J'étais assez déçue du coup du résultat. Par exemple, pour tout ce qui est création de présentation, c'est vraiment des tâches qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps dans mon quotidien de travail. Et je me suis dit, bah super, je vais pouvoir lui donner mes prompts. Et hop, du coup, Claude, en connectant juste la clé API de ma licence Canva, va pouvoir me créer directement dans Canva et moi, j'aurai quelques modifications à faire. Bon, la première présentation qui m'a sorti était complètement à côté de la plaque. J'avais pas j'avais même pas les bons codes couleurs du coup qui sortaient. Donc j'ai essayé de continuer à prompter, à retravailler ça. J'avais bien rentré ma charte graphique dans Canva pour avoir les bons codes couleurs, les bonnes utilisations. Je lui avais envoyé des exemples de mes anciennes présentations vraiment pour qu'il puisse s'en inspirer. Et à chaque fois, le résultat n'était pas bon. En fait, la transition de Claude à Canva faisait que, par exemple, si je commençais à préparer ma présentation, la structure de ma présentation dans Claude, et que je lui demandais de générer dans Canva, en fait, il allait me changer le nombre de slides. Quand je disais, mais attends, on s'était mis d'accord sur 21 slides et là, tu m'en as sorti 5. Ah oui, je régénère et en fait, il me ressort 5 slides. Donc pour ça, la connexion Claude à des outils de génération de présentation, elle n'a pas été optimale, en tout cas via Canva. Et pareil, je voulais me faire des cartes de visite. J'ai essayé de lui demander du coup de m'automatiser ça et j'étais extrêmement déçue du résultat. Donc, quand vous n'avez pas forcément besoin de suivre une charte graphique, ça peut être utile, mais quand vous avez des besoins, voilà, de suivre vraiment un modèle, ça marche pas du tout. Pareil pour les réseaux sociaux, par exemple. J'ai de la production de contenu pour les réseaux sociaux de mes clients. Et souvent, bah, j'ai tout un tas d'historiques de visuels que je dois respecter, donc que je dois continuer à utiliser. Et en fait, passer d'un outil de LLM du coup à Canva, par exemple sur des posts de réseaux sociaux, et ben ça marche pas du tout parce qu'il va pas réussir à respecter correctement du coup la charte graphique. Donc ça, c'est un outil, ça c'est vraiment un des gros freins sur lesquels je fais face. Euh, et quand j'en ai parlé à d'autres personnes en marketing, il y a une personne qui m'avait recommandé donc Gamma, que j'utilise depuis peu. Et effectivement, Gamma était plutôt pas mal pour le respect en fait du passage de quand je validais mon contenu de Claude à passer à produire une présentation dans Gamma. Mais comme Gamma a été construit d'une certaine façon, les slides, on va pas pouvoir customiser comme nous, on a vraiment envie de customiser. Il va toujours y avoir une limite, ou en tout cas avec les licences qui sont accessibles du coup financièrement à tout le monde. Et donc, il va toujours falloir refaire une passe du coup pour vraiment faire respecter la charte graphique sur Gamma. Et ensuite, je vais vous parler d'autres freins que j'ai rencontrés justement en connectant ces outils-là. Et donc en fait, sur tout ce qui est visuel, pour moi, la production finale, elle doit vraiment rester manuelle. Je pense que peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, ça va changer. Mais l'IA, je l'utilise vraiment pour l'inspiration, comme je vous disais, pour les schémas, etc. Mais du coup, pour tout ce qui est respect de la charte graphique ou quand j'ai une idée précise de ce que j'ai en tête, du coup, ça va vraiment pas être optimal. Donc, c'est ce que je vous expliquais sur la charte graphique, etc. J'ai même parfois les couleurs qui sont pas respectées. Et souvent aussi, les rendus, on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous utilisez beaucoup les outils de génération de présentation, vous allez pouvoir détecter plus ou moins quand un outil, quand quelqu'un fait une présentation avec l'IA, typiquement cette présentation a été faite avec l'IA, et donc, si vous voulez quelque chose de très différenciant, si vous travaillez dans des métiers un peu créatifs, etc., ça peut vous porter préjudice, en fait. Euh, et il y a toujours cette étape de retouche manuelle. Donc oui, l'IA, ça fait gagner du temps, mais il y a d'autres types de tâches sur lesquelles on va passer du temps, parce que parfois, retoucher toute une présentation qui a été construite, ça prend plus de temps que construire la présentation du début. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ici, dans les personnes qui sont présentes, des outils de création, de présentation ou de création visuelle, et si vous avez des retours, n'hésitez pas à intervenir du coup ou à écrire dans le chat en termes je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre travail ou à l'utilisation personnelle.
Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que donc moi, j'utilise l'IA principalement dans l'utilisation professionnelle. Moi, j'ai une licence payante sur Claude, sur Canva et sur Gamma. Mais du coup, c'est tout. J'ai pas d'autres licences sur lesquelles je vais payer. Tous les autres outils, je vais les utiliser en version gratuite et accessible. Et typiquement, l'IA, j'utilise très très peu dans ma vie personnelle. Je sais que sur la création visuelle ou de la création de contenu, il y a des personnes qui vont beaucoup l'utiliser dans leur vie personnelle. Moi, je l'utilise très très peu. Parfois, ça m'est arrivé, par exemple, j'avais trois trucs dans mon frigo et j'ai demandé à ChatGPT ce que je pouvais en faire. Mais globalement, c'est vraiment plutôt une utilisation professionnelle que j'en ai. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent dans le chat. Bon, en attendant, je vais passer à la partie suivante. Pour la création du contenu rédactionnel. Donc, comme je le disais, ça, c'est vraiment une des parties sur lesquelles je vais le plus utiliser. Et là où j'en ai vu très rapidement ces limites, où je continue de me confronter à ces limites, c'est les hallucinations. Donc, les hallucinations, en fait, l'IA, elle va vous écrire ce qu'elle a l'impression qui sonne bien. Mais elle va pas vous écrire, du coup, la vérité. Comme je vous l'ai dit, c'est un algorithme en fait. C'est vraiment des probabilités, c'est des statistiques. Donc elle va se référencer sur, elle est capable d'emmagasiner une quantité de données que le cerveau humain est incapable de faire, mais elle va pas se baser sur la vérité. Elle va pas se baser euh, euh, sur les faits ou ce qui est vrai ou ce qui est juste, parce qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a euh, des citations de sources, etc., elle n'est pas capable de faire la différence, même si on l'entraîne, etc. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une partie humaine super importante dans la partie contenu rédactionnel. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'IA de créer tout un ensemble de livres blancs en documents sur certains faits, parce que du coup, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont pas être vraies, qui vont pas être bonnes, qui vont se contredire. Et donc, en fait, moi, je l'utilise beaucoup étape par étape. C'est-à-dire, par exemple, quand je dois construire un très gros document, par exemple, un rapport d'audit ou une présentation, typiquement comme celle-ci, j'ai déjà une idée de ce que je veux dire, plus ou moins. Du coup, je vais utiliser l'IA pour m'aider à construire déjà le déroulé du coup, de mon document. Donc, je vais aller sur Claude, je vais lui dire voilà, je vais lui donner un maximum de contexte, par exemple sur ma présentation, sur mon rendu, sur mon client, etc. Je vais lui dire j'ai besoin de faire ce document-là, sous ce format-là. J'aimerais que tu m'accompagnes à créer du coup la structure, le squelette de cette présentation. Donc, moi, j'ai déjà ces idées-là, mais je ne sais pas comment les structurer. Qu'est-ce que tu me proposes? Et donc, du coup, là, et je vais lui demander de m'accompagner question par question, que lui me pose des questions, du coup, sur ma présentation, pour m'aider à réfléchir, à structurer mes pensées, en fait, mon cheminement de pensée, et structurer mon document final. Et donc, en itérant comme ça, il va me poser des questions, et à la fin, il va me présenter, par exemple, il va me dire, est-ce que tu veux plutôt ce style-là? Est-ce que tu veux ce style-là en termes de storytelling? Comment tu veux te positionner? Donc, moi, je vais lui répondre sur comment je veux me positionner. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord du coup avec l'IA sur la trame, je vais lui demander de m'accompagner partie par partie. Et donc ça, ça m'est assez utile pour structurer ma pensée, structurer mes idées et ensuite pouvoir produire un document final. Avant, bah, du coup, comme on l'a tous appris à l'école ou à la fac, du coup, quand on avait une rédaction, on prenait son stylo, on écrivait toutes nos idées, ensuite on faisait les chapitres, etc. Et c'est vrai que là, l'IA, ça permet d'avoir comme l'IA, ça va stocker les données, l'historique des données. En fait, je trouve que pour moi, en termes de réflexion, ça me laisse beaucoup plus de place à ma réflexion, parce que du coup, ensuite, il va pouvoir me proposer des alternatives, des choses auxquelles j'ai pas pensé, du coup, dans la façon d'écrire, dans la façon de présenter mes idées. Et du coup, en termes de charge mentale, ça va être beaucoup moins complexe sur la rédaction entière d'un document ou d'une présentation ou d'un rendu. Ce sur quoi il faut faire attention quand on l'utilise dans ce sens-là, c'est que parfois elle va inventer des faits, c'est-à-dire par exemple des chiffres, des stats, des citations, des références légales. Même encore aujourd'hui, même s'il y a des citations de sites web, il y a des sites web que parfois elle va considérer comme bons, sauf que du coup ça va être des sites web qui ont un intérêt dans la façon dont ils vont rédiger leur texte, parce que du coup ils ont quelque chose à vendre. Donc il va falloir faire attention à ça.
Et surtout quand c'est formulé à décaplon, que du coup c'est sourcé de façon crédible, et ben du coup on va avoir envie de faire confiance. Ça peut être aussi c'est exactement comme un travail journalistique. Parfois, on va voir des choses, il y a beaucoup de journaux qui font ça. Ils vont relayer une information sur laquelle ils n'ont pas croisé les sources, et du coup ça va être des sources qui sont biaisées. Et du coup, ça, c'est un travail qu'il faut vraiment garder, que ce soit au titre professionnel, mais aussi à titre personnel, hein. Du coup, je pense que ça fait partie des choses super importantes à, à expliquer, à former à nos enfants, parce que du coup, s'ils commencent à utiliser l'IA sans aller faire ce travail de, de croiser les sources, et ben, du coup, c'est là où on va se retrouver avec pas mal de fake news ou des faux contenus ou des fausses statistiques ou des fausses données qui vont continuer à être relayées. Et quand on travaille aussi dans ce sens-là, un des problèmes, c'est que l'IA va pas prendre le recul sur ce qu'elle va produire. C'est-à-dire, on va commencer à produire produit partie par partie. Et du coup, par exemple, moi, j'avais commencé à publier un document dans lequel je faisais 24 recommandations. Et ensuite, au fur et à mesure de réfléchir, de continuer mon travail, etc., j'en ai rajouté. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais à la fin, bah, du coup, j'avais un titre qui s'appelait 24 recommandations, mais du coup, dans mon corps de texte, on avait 32. Donc, il y a vraiment des gros problèmes de création, de cohérence et de visu global, du coup, dans la production de contenu qui sont super importantes. Typiquement, vous l'avez vu tout à l'heure, avant, j'avais 5 parties, j'ai décidé de les réduire en 4. Et du coup, j'ai oublié de modifier le titre. L'IA m'a pas dit, attention, ton titre est faux. Donc, qu'est-ce que je fais en général très souvent, au fur et à mesure que j'avance dans la création de mes documents, je lui demande de vérifier la cohérence globale, mais il y a des choses, et donc parfois il y a des choses qu'elle va pouvoir m'identifier. Quand je vais lui renvoyer par exemple mon PDF, je vais prendre de la distance, je vais dire ok, relis l'ensemble du document et dis-moi s'il y a des soucis d'incohérence. Parfois elle va me les trouver, parfois elle va pas forcément me les trouver. Parfois il y a des choses sur lesquelles elle va se répéter, se contredire, et du coup il y a vraiment besoin encore de ce regard extérieur et ce regard humain pour comprendre ce genre de choses. Euh, En fait, voilà, elle va optimiser bout par bout sans voir vraiment si le tout tient la route. Et même si parfois elle a l'impression que ça tient la route, nous, en tant qu'humains, on va se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Euh, alors, je reviens sur les commentaires. Donc, je vois, j'utilise Canva, mais je ne fais pas d'appel à l'IA de l'outil. Ouais. Alors, sur Canva, c'est vrai qu'il y a une IA qui est intégrée, mais je la trouve pas méga performante non plus. Sur la création d'images et tout, pareil, je trouve que c'est assez basique et pas forcément très esthétique. Ce n'est pas un outil fait pour la base, mais j'ai essayé de faire mes slides de présentation avec Figma, car justement j'étais trop limitée avec Gamma. Ok, donc le résultat était vraiment top et deux, trois prompts. Ben voilà, moi j'avais jamais utilisé Figma, du coup c'était que plutôt pour des maquettes. Donc du coup c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Et lorsque je demande expressément à ChatGPT de me citer les sources, je dois les vérifier systématiquement. Oui, si tu les publies, vraiment c'est quelque chose de super important à faire. Je ne sais pas si j'ai rajouté cet exemple-là, mais encore récemment, j'avais cherché une liste d'annuaires professionnels pour un de mes clients. Et donc, je lui ai demandé sur lesquels ce serait intéressant de se faire référencer. Je lui ai demandé de me le générer. Il m'a généré une liste. Et ensuite, je me dis, tiens, je vais quand même aller vérifier. Et en fait, il y avait le nom d'un de ses concurrents dans la liste. Et en fait, comme le LLM l'avait identifié comme un annuaire, parce que la façon dont il se présentait et la façon dont il était lu, en fait, c'est une référence qui revenait régulièrement dans le LLM, parce que le site avait un super bon score SEO, etc. Mais en fait, c'était pas un annuaire. C'était pas un annuaire sur lequel on pouvait s'inscrire. Et heureusement que j'ai fait cette étape de vérification de la liste qu'il m'avait produit, parce que sinon, ben, ma crédibilité en tant que professionnelle aurait été vraiment mise à mal, quoi. Donc ça fait vraiment partie des choses importantes à faire. Hop là. Pour donc la création, ben voilà, je l'avais mis juste ici cet exemple-là. La cohérence qui disparaît. Et du coup, des recommandations invérifiables. Pareil, du coup, quand je lui demande d'aller m'aider à formuler des choses sur mon expertise, etc., parfois, il va me faire une recommandation, et ça m'est déjà arrivé. On va partir sur une recommandation et ensuite, je vais lui dire, bah voilà, moi j'ai cette situation-là, est-ce que tu peux m'aider à recommander quelque chose? Et en fait, elle va me faire une recommandation qui était contraire à la première que j'avais faite dans mon document. Et donc là, pareil,
c'était parfaitement formulé, etc. Mais moi, je pouvais pas du tout valider cette recommandation-là, parce que du coup, ça crée une incohérence totale dans ce que j'allais rendre à mon client. Donc ça fait partie des choses aussi à vérifier quand vous avez des documents un peu lourds, des choses un peu sur lesquels il y a beaucoup de contenu. Du coup, il faut vraiment faire super attention et pas laisser l'IA vous rédiger des parties entières sans que du coup ce soit soit vous qui lui ayez demandé avec du coup une idée claire que vous aviez en tête, soit du coup que vous ayez pas bien tout lu et tout relu et que vous soyez sûr de tout ce qu'elle a rédigé. Parce que du coup, comme elle, encore une fois, elle va créer quelque chose qui sonne bien, du coup, elle peut vous poser, elle peut vous vraiment vous rédiger des choses que vous n'aviez pas du tout envie de qu'elle rédige. Donc, elle, en fait, elle, voilà, elle va vraiment, vous allez avoir une super photo de moi. Elle va simuler l'émotion, en fait, elle va pas le ressentir. Ben, du coup, on a ici d'ailleurs Virginie. Avec Virginie, on avait créé un chat GPT justement pour la création de contenu sur LinkedIn, pour essayer d'automatiser ça. Et en fait, quand on l'a créé, du coup, quand on l'a testé pour la première fois, et ben du coup, Virginie m'a dit, mais en fait, il n'y a pas de corps à ce contenu. En fait, elle trouvait que c'était très plat, en fait, ce qui ressortait. C'est vrai que du coup, c'est assez générique. En fait, l'IA, elle va se baser sur un ton assez neutre, assez plat. Et donc, en fait, si on n'arrive pas à lui donner, en fait, une voix, à lui donner un corps, à lui donner quelque chose qui correspond à nous, la façon dont on s'exprime, et ben ça peut ressortir du contenu qui ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui énormément sur LinkedIn, à beaucoup de choses qu'on va ressortir, qui en fait n'a pas d'intérêt. On va se retrouver avec une masse de contenus qui sont des coquilles vides en fait créées par des IA. Donc c'est super important de continuer à garder notre voix, de continuer à garder vraiment la façon dont on s'exprime. Et on peut accompagner du coup un GPT en lui donnant par exemple des guidelines sur la voix, sur la façon dont on s'exprime, en lui donnant des historiques de posts, etc. Mais il y a quand même toujours ce filtre humain qui est super important parce que l'IA pourra jamais 100% porter votre voix. Quand je vois des machines à contenu qui sont créées avec de la création de contenu entièrement automatisée de A à Z, il y a des choses qui sont super qualitatives, mais du coup, il y a des choses qui peuvent être super mauvaises aussi. Et du coup, l'œil humain reste méga important. Et je le vois même, moi, du coup, j'ai pas mal de skills, j'ai beaucoup de choses qui sont enregistrées sur Claude, sur toute ma vie professionnelle. Donc, Claude, c'est parfaitement comment je parle, c'est parfaitement tout ce que j'écris, etc. Je le nourris énormément. Et parfois, quand je lui demande, quand j'ai besoin de fournir une biographie, je vais aller sur Claude et je vais lui dire, ben voilà, j'ai besoin que tu me crées une biographie dans tel contexte de maximum 500 caractères. Il va me sortir un truc euh, qui correspond pas, enfin très pompé en fait, quelque chose qui correspond pas du tout à la façon dont je m'exprime. Du coup, il va me rajouter des expertises que je n'ai pas, avec des superlatifs que je n'emploierai jamais pour me décrire. Et du coup, je suis obligée de le modifier ou de rajouter des prompts en mode non, non, mais sois un peu moins arrogant, je ne suis pas une experte reconnue sur ce sujet-là, je n'ai pas une vision stratégique inégalée, etc. Parce que du coup, lui, il va partir du principe qu'il doit me vendre, mais du coup, c'est pas moi comment j'ai envie de me présenter. Et pareil, je fais beaucoup de création de contenu sur de la rédaction, de conseils d'experts. Et parfois, je trouve vraiment qu'il peut sortir du contenu avec un ton très condescendant, un peu donneur de leçons. Et souvent, c'est pas forcément la posture qu'on a envie d'avoir, ou en tout cas que mes clients ont envie d'avoir, où elle va un peu confondre expertise et arrogance. Et du coup, ça peut très bien marcher pour certains tons de voix, pour certaines personnalités, mais du coup, ça peut aussi être très mal pris et mal interprété par les autres personnes qui vont lire ça. Donc du coup, toujours bien faire attention là-dessus et ensuite ne pas hésiter à itérer pour arriver au résultat que l'on aimerait, en lui donnant des éléments supplémentaires, en lui disant bah non, ça me va absolument pas, etc. Il va continuer d'apprendre, mais c'est pas parce il apprend et qu'il connaît beaucoup qu'il va forcément toujours être 100% juste dans ce qu'il va vous écrire.
Est-ce que du coup, ici, petite question, est-ce que vous utilisez des skills? Est-ce que dans Claude, est-ce que vous utilisez des GPT personnalisés? Est-ce que vous utilisez des gems dans Gemini? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser dans les LLM ou est-ce que vous l'utilisez simplement en prompt avec les enregistrements de conversation? Voilà, je serais curieuse un peu de comprendre un petit peu dans le groupe qu'on a ici, quel est votre type d'utilisation? La plupart d'entre vous utilisent déjà du coup des LLM. Mais est-ce que, voilà, de quelle manière vous l'utilisez? Vous n'hésitez pas à ouvrir votre micro aussi pour parler. Cette session est totalement interactive. Ça m'évitera de parler toute seule pendant une heure. Du coup, je ne sais pas si je vais prendre des gens au hasard. Oulé, je ne sais pas si tu es toujours là, si tu veux intervenir. Si, si, depuis tout à l'heure, mais j'avais pas vu le micro était fermé. Moi, je l'utilise sur la création de contenu, en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, je j'arrive pas à ce qu'ils m'écrivent mes posts. En fait, je suis jamais contente, je passe beaucoup plus de temps à m'énerver ou à lui faire réécrire que autre chose. Par contre, j'écris mes posts et parfois, là où je l'utilise, c'est que moi, j'ai tendance à être trop généreuse parfois dans mes posts, à faire enfin, à dire plein de choses, en fait. Et parfois, du coup, je l'utilise pour savoir est-ce que un objectif, enfin, un poste égal à un objectif, est-ce que c'est la même parole, le même sujet, enfin, si je dis pas plein de sujets en même temps dans le poste. Donc, c'est plutôt comme critique que je l'utilise que de créateur. Et après, sur tout le reste, en fait, sur la partie prospection commerciale et autres, je l'utilise là aussi en challengeant mes idées. En fait, souvent, c'est dans ce sens-là, je l'utilise un peu pour challenger mes trucs que de faire. Et du coup, tu avais bien créé des GPT personnalisés du coup sur ton compte? Oui, Ou juste... mais je n'arrive pas à l'utiliser. En fait, je l'ai utilisé un peu et je retombe sur la même remarque que Virginie. En fait, quand je lis, j'ai aucune émotion, en fait, je me retrouve pas. Ça ne veut pas dire que je lui ai pas donné d'historique, hein. Tu m'avais dit de lui donner de l'historique et tout ça. Mais, euh, mais ouais, je me retrouve pas dessus. Donc, du coup, finalement, j'écris et je lui donne. Je dis, est-ce que ça répond à ma chambre, tu vois? C'est ça. Et je pense que du coup, pour le coup, Claude est assez performant aussi. Ça vaudrait le coup, D'accord. on peut regarder ensemble du Peut-être coup. de tester. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que au début de cette partie-là, quand tu l'as expliqué, je me suis dit la même chose parce que moi, j'utilise ChatGPT et je pense peut-être Claude est plus avancé. Et puis, il y a un autre truc qui commence à m'énerver avec ChatGPT, c'est qu'il passe son temps à me faire des éloses. Ah, c'est parfait ton idée. En fait, il ne dit jamais, il est tout le temps d'accord avec moi. Je l'ai beau dit, mais il est trop d'accord et voilà. Trop bien. Mais du coup, ça va me faire une super transition par la partie suivante. Mm. Donc, je vois aussi dans le chat, je n'ai pas défini de skills globaux, mais je précise toujours contexte, rôle, format, contraintes et règles. Ok, super. Et par contre, pour le code, je commence à me former en anti-gravity pour réfléchir aux skills et aux rôles à définir. Ok, donc super. Je ferai un petit point sur le code du coup à la fin de cette prise de parole. Et du coup, ce que tu dis, Oulé, est super, super intéressant sur le fait de se challenger. En fait, moi, c'est un très bon ami à moi, du coup, qui fait pas mal d'automatisation dans l'IA, qui m'avait montré ça, que j'avais trouvé assez incroyable. En fait, c'est utiliser l'IA et du coup, les skills, vraiment créer des skills, des GPT dédiés à un rôle précis. Du coup, l'IA, par défaut, elle est généraliste, elle va répondre à tout le monde de la même façon. Et en fait, en paramétrant vos outils pour qu'ils aient des personnalités, en fait, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Au lieu d'aller faire un prompt un peu vague, du coup, aide-moi à rédiger un devis, en fait, j'ai créé des skills. Typiquement, là, par exemple, tu es un directeur commercial exigeant. Critique mon devis avant envoi. Donc, je suis allée chercher vraiment des espèces de personnalités pour m'aider à avoir un regard extérieur sur mon travail. Je l'ai fait sur plusieurs niveaux. Donc là, par exemple, sur des experts.
des expertises précises. Par exemple, si j'ai une mission sur du SEO, donc c'est du référencement sur Google, du coup, j'ai un peu bombardé d'informations sur le SEO, sur ce qui est important, etc. dans le SEO, un peu pour créer un expert. Alors, ce ne sera jamais un vrai expert parce que c'est pas un humain, mais du coup, pour lui donner une base de connaissances sur mon sujet. Et du coup, je lui ai vraiment dit Raisonne comme un consultant senior en SEO qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises, du coup, qui est pas commode, quelqu'un qui est vraiment, vraiment direct, du coup, sur le travail des autres. Et donc, il m'a aidé à paramétrer ce skills. Claude m'a aidé à paramétrer ce skills, je l'ai enregistré. Et ensuite, quand je termine mon travail, et ben, du coup, je vais lui envoyer mon document et je vais lui dire, fais-moi un retour sur mon document. Et donc, il va me donner une note, il va me dire ce qui est bien, il va me dire ce qui est mal. Et du coup, ça va vraiment m'aider à voir mon travail de façon différente. Et ça a été vraiment un game changer en tant qu'indépendant, parce que je travaille seule. Quand on travaille seul, on n'a pas d'équipe. Et du coup, le travail en équipe, c'est souvent ce qui permet d'améliorer le rendu du travail. Et du coup, le fait de se créer un peu une équipe comme ça sur Claude, ça m'a énormément aidé. J'ai fait une critique CMO, donc vraiment quelque chose d'un peu plus large, du coup qui va avoir une vue un peu plus 360 sur le marketing. Et pareil, je vais lui resoumettre mes livrables avant livraison. Et vraiment, je lui dis, tu me réponds pas pour me faire plaisir, mais vraiment, tu m'obliges à élever le niveau de mes rendus. Et du coup, même si ça reste pas un expert en marketing, du coup, il y a des choses auxquelles il va penser, du coup, que moi, j'avais pas forcément pris en compte dans ce que j'avais rédigé. Où il va me dire, attention, bah, t'as pas du tout de mention de ça. Est-ce que du coup, c'est fait exprès? Et du coup, ça va me permettre de brainstormer, et d'avoir un regard extérieur, du coup, sur ce que je fais. Pareil sur mes devis. Du coup, quand j'écris un devis, ça a été. Si vous êtes indépendant, vous savez à quel point c'est compliqué. Du coup, voilà, aide-moi j'ai fait un espèce de client, un client pas commode, quelqu'un qui fait attention à toutes ses dépenses, etc. Vraiment qui est très challengeant. Et du coup, je vais lui envoyer mon devis. Moi, ça va me préparer, du coup, à déjà pour avoir une meilleure idée, ok. Moi, je pense que ça, il me faut autant de temps, il me faut autant de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que du coup, ça, c'est challengeable, etc. Et là encore, il faut faire attention parce que du coup, par exemple, je lui avais dit tout un tas de choses que je pensais faire. J'ai dit combien tu penses que j'ai besoin de temps? Et du coup, j'avais commencé à construire un peu mon devis en fonction de ça. Et du coup, j'avais besoin de 3 jours. Il me dit, bah ça, pour le jour 2 tu peux faire ça. Tu peux facturer tant. Pour le jour 3 tu peux faire ça. Tu peux facturer tant. Et en fait, en refaisant mon devis, je me dis, mais sur le jour 2 ça me paraît un peu léger quand même. Je pense que je peux le faire en beaucoup moins quand j'ai qu'une journée. Du coup, je reviens dans la conversation et je dis, mais est-ce que tu es sûr que je peux vraiment faire ça en une journée? Ah non, c'est vrai que ça va te prendre moins d'une journée. Mais par contre, ta journée 3 elle est beaucoup trop remplie. Tu vas mettre beaucoup plus qu'une journée. Donc voilà, faut faire attention quand même sur ce qui ressort et toujours re-challenger régulièrement quand il y a une information qui me paraît pas super sûre, sur laquelle moi je me sens pas super à l'aise, je vais lui dire tu es sûr? Et du coup, lui va re-réfléchir et parfois revenir sur ce qu'il avait déjà dit. Donc c'est pour ça que l'œil humain reste super super important. Elle va jamais remplacer ma réflexion, elle va juste l'aiguiser. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses du coup avec des skills, avec des GPT personnalisés, mais vraiment le fait de pouvoir créer ça, vous pouvez le faire appel du coup dans votre conversation et moi ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé. Et même que vous soyez indépendant ou même que vous travaillez en équipe, ça peut être super utile. Quand l'IA, on lui donne le bon rôle, donc ça peut aider à se challenger, ça peut aider à structurer les gros chantiers, comme je vous le disais. Moi, ça m'aide à structurer ma réflexion, à aller me challenger dessus sur la construction de gros rendus, etc. Et aussi, l'IA, ce qu'elle fait super bien, c'est le fait qu'elle a une mémoire beaucoup plus puissante que nous, ce qu'on peut avoir avec notre cerveau humain. Et du coup, elle va pouvoir aller puiser dans l'historique de nos conversations, aller puiser dans toutes les informations que je lui ai données, dans les skills que j'ai créés. Du coup, c'est comme un assistant vraiment qui a tout lu, tout retenu de tout ce qu'on lui a dit depuis 4 mois. Et du coup, moi, ça va me permettre d'aller dire, d'après tout ce que tu sais sur ce client, ressors-moi ces informations-là. D'après ce que tu connais sur ce que je t'ai déjà dit sur tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ça, c'est vraiment un des grands, grands atouts. Et ce que l'IA fait super bien, c'est cette accumulation de connaissances qui est très grande par rapport à nous. Mais comme je l'ai dit, la limite à ne jamais oublier, c'est qu'à force d'itérer, elle perd le recul sur l'ensemble et sur ce qu'elle dit parfois. Et du coup, c'est vraiment moi qui va garder la vue d'ensemble sur ce qu'elle va produire.
Alors maintenant, je vois dans les commentaires, pareil, oui, j'aime le mettre face à sa propre production pour qu'il y réfléchisse à nouveau. Et parfois, je le mets en concurrence avec un autre LLM pour avoir un regard différent. Ah oui, ça, c'est super intéressant aussi à faire. Effectivement, genre, souvent quand j'ai des rendus assez importants, je fais pareil. Donc, je travaille principalement sur Claude, mais du coup, ensuite, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui dire, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, parfois, vous avez d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner. Et c'est super intéressant aussi à faire, effectivement. Très, très bon tips à partager. L'automatisation. Donc, comme vous le savez, pour moi, une des grandes révolutions de Claude, c'est pour ça que je suis allée, c'était parce qu'on pouvait le connecter énormément avec d'autres outils. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en le connectant avec Gamma. Sauf que, en fait, un de mes soucis, c'est que Claude, je peux le connecter à Gamma, mais en fait, Gamma, je ne peux pas aller dans l'autre sens. Donc, sur Claude, je vais aller construire ma présentation, je vais aller valider la structure, etc. Je vais lui valider ce que je veux mettre dans les slides, chacune de mes slides, et ensuite, du coup, Claude va me générer dans Gamma. Parce que du coup, parfois, je vais dans Gamma. Gamma, il ne m'a pas sorti la présentation comme je voulais, avec exactement la charte graphique que je voulais. J'ai commencé à modifier. Puis quand je prends du recul sur ma présentation, je me dis, mais en fait, l'enchaînement de mes slides, ça va pas. J'ai pas mis assez de storytelling, je voudrais le présenter autrement. Parce que du coup, une fois que j'ai fait mes modifications dans Gamma, quand je retourne dans Claude, et ben du coup, je peux pas lui dire d'aller modifier directement dans Gamma, dans ma nouvelle présentation. Et donc, en fait, je me suis retrouvée plusieurs fois comme ça à perdre énormément de temps. Parce que du coup, j'avais commencé à faire quelque chose, à construire quelque chose. Ensuite, j'ai perdu l'historique. Excusez-moi, je vais boire juste un tout petit peu. J'ai perdu l'historique du coup. Où du coup, je vais commencer à bosser sur le visuel, le contenu va pas, je reviens sur Claude et en fait, il va me régénérer une nouvelle présentation et j'ai perdu énormément de temps et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Aujourd'hui, comment j'ai réussi à mieux utiliser du coup cette automatisation et cette connexion? En fait, Gamma a aussi des fonctions IA assez avancées et donc je vais garder toujours la structure, à organiser mes idées sur Claude et ensuite je vais lui demander de générer ma présentation sur Gamma. Une fois que je l'ai généré, en fait, ça va être ma présentation Gamma qui va être ma base de travail. Je vais travailler dessus. Et si je vois par exemple que je trouve que l'enchaînement de mes slides, ce qui est quand même une grosse partie du coup de ma présentation, ne va pas, je vais l'exporter en PDF, je reviens sur Claude et je dis ben il y a un truc qui va pas, je pense que là sur le storytelling je suis pas bonne, j'aimerais trouver une autre réorganisation, fais-moi des propositions. Il va me faire des propositions. Une fois que je suis d'accord, je vais lui dire ok maintenant guide-moi pour que j'aille faire les modifications dans Gamma, slide par slide. Et donc, du coup, il va me dire, bah, OK, ta slide 2, faut que tu ailles modifier ça. Ta slide 4, du coup, tu la remplaces par la slide 6, tu modifies. Et en fait, d'accord, d'accord. Et petit à petit, du coup, je vais réussir à refaire mes modifications directement dans Gamma. Ou alors, par exemple, je vais lui dire, bah voilà, cette slide-là, j'ai l'impression que elle se répète avec la slide précédente, mais écris-moi un prompt que je vais mettre directement dans Gamma pour que du coup, j'arrive à fusionner ces deux slides. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un peu un équilibre sur les automatisations, en tout cas sur la création de contenu. Et une des choses super importantes dans Cloud Code, dans Cloud, c'est du coup le fait qu'il y ait Cloud Code, du coup, qui est l'automatisation de la création de code. On m'a un peu incité énormément à l'utiliser. Comme moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas développeuse. Euh, et du coup, pour tout ce qui est automatisation, création de code, en fait, moi, j'y connaissais absolument rien. Mais on m'a vraiment incité à l'essayer. Et honnêtement, j'étais assez bluffée par la facilité d'utilisation de Cloud Code. J'ai quand même un peu des bases en informatique. Je suis assez à l'aise, du coup, sur les sujets. Mais Claude a pu me guider pour faire une extraction de base de données, du coup, un scrapping de base de données d'un site web. Honnêtement, j'ai été assez bluffée. J'ai un peu galéré au début, mais du coup, j'ai pu aller automatiser des tâches que j'aurais jamais pu faire avant seule ou j'aurais dû faire appel à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai qu'il faut un niveau de maturité un peu plus élevé que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent pour utiliser ce genre de fonctionnalité et ou du coup, qui soit carrément utilisé pour, si votre métier, c'est développeur. Je connais des personnes aussi en marketing qui ont fait de la création de contenu LinkedIn automatisé, en fait, qui sont allés connecter plusieurs de leurs applications avec leur mail, etc. Et eux reçoivent chaque semaine leurs nouveaux posts LinkedIn avec leurs suggestions. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à copier-coller et poster. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites du coup avec l'IA. Aujourd'hui, moi, je suis pas méga satisfaite de ce qui ressort. Donc, du coup, je l'utilise pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui en sont super satisfaites.
On peut aussi faire l'automatisation de campagnes d'email, vraiment exploiter code pour générer les cold mails, les bases de données, ensuite les connecter à d'autres applications qui vont envoyer des mails et tout. C'est vraiment, les possibilités sont extrêmement poussées. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Du coup, moi aujourd'hui, voilà, il n'y a rien pour l'instant sur lesquels je l'utilise que ponctuellement sur des choses, mais du coup, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent de façon assez poussée et que c'est vraiment accessible à la portée de beaucoup de personnes en tout cas sans forcément beaucoup de connaissances. Donc attendez, je reviens parce que j'ai vu qu'il y avait des messages qui étaient passés. Bonjour, et tout ce qui est protection données clients RGPD. Alors en fait, moi, les données que je vais mettre, c'est des données qui sont publiques. Donc en fait, il n'y a pas de... J'ai pas de problème avec la RGPD parce que du coup, comme c'est que des choses qui sont publiées sur des sites web, qui sont visibles en fait en externe, je vais pas mettre de données confidentielles en fait sur Claude. Donc du coup, j'ai pas ce problème-là. Et du coup, ce que je vois, les réponses, bonjour. Pour mon usage personnel, j'anonymise toujours. Ouais, effectivement, pas de nom, pas de prénom, pas d'infos personnelles, mais en contexte professionnel, c'est clair que l'enjeu est complètement différent. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'avantage, du coup, de travailler sur des choses qui sont publiées en externe, donc du coup, j'ai pas ce genre de limite, mais ça peut être un frein, effectivement. Après, je suis pas experte en sécurité des données, mais il me semble quand même que quand on a des versions payantes alors pas sur des logiciels comme ChatGPT, enfin, sur des logiciels qui sont français ou en tout cas hébergés en Union européenne, il y a quand même pas forcément beaucoup de risques. Après, il faut voir parce que tous les contextes professionnels sont pas les mêmes, donc effectivement, je vais encore boire un petit peu. En conclusion, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, moi je suis une utilisatrice lucide. C'est-à-dire, je suis pas croyante, je vais pas déléguer tout. Du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir toute cette étape de vérification parce que du coup, c'est ma crédibilité qui est en jeu. Je suis pas non plus sceptique, du coup, je l'utilise quand même assez régulièrement. Même si j'en connais, je suis bien consciente du coup de l'impact environnemental que ça peut avoir. Et il faut qu'on le garde en tête quand même parce que c'est un sujet que je vais pas traiter ici parce que je suis pas compétente sur le sujet. Mais du coup, c'est des enjeux qui sont assez importants, qu'il faut garder en tête. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas trop faire sans IA. C'est un peu compliqué de passer à côté de ça dans le monde professionnel à l'heure actuelle, en tout cas dans nos métiers, ou pour les personnes qui sont connectées à cette présentation. Mais du coup, l'utiliser avec méthode, de bien toujours vérifier, garder la vue d'ensemble, et c'est ça qui va faire gagner en efficacité et pouvoir gagner du temps, en fait, gagner du temps et de la qualité sur ce que je vais produire. Petite intervention féministe, du coup, parce qu'on est quand même dans l'ISO, et c'est des informations sur lesquelles j'aime bien intervenir, parce que du coup, c'est quelque chose qui est assez important et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est que du coup, l'IA est assez sous-utilisée par les femmes. Alors là, c'est des chiffres d'une étude de 2024, donc je sais que ça a évolué depuis, mais je les trouve assez parlants. J'avais lu un article de Welcome to the Jungle à l'époque là-dessus, qui m'avait un peu scotché, parce qu'il n'y a que 16% des femmes en 2024 qui utilisaient déjà un outil IA contre 29% des hommes. Et il y avait 71% des femmes qui ne souhaitaient pas se former aux outils IA en contexte professionnel contre 54% des hommes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 8 femmes sur 10 qui exercent une profession susceptible d'être remplacée par l'IA, contre 6 hommes sur 10. Donc, en fait, l'IA, on ne peut pas trop passer à côté. Il faut vraiment s'y mettre. Si, je comprends tout à fait, il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles se sentent perdues en fait avec l'IA, qu'elles ont l'impression que ça avance super vite, qu'elles ne se sont pas pris le train, etc. Franchement, on n'est pas dans une étape où le retard, il est irrattrapable. C'est vraiment pas une fatalité, c'est une fenêtre d'opportunité. Et je pense vraiment que toutes les femmes doivent s'y mettre et que les hommes qui utilisent l'IA doivent encourager les femmes à s'y mettre et montrer que c'est pas si compliqué que ça. Euh, Commencer petit à petit, utiliser des LLM, aller vraiment essayer de creuser la puissance de ce que vous pouvez utiliser. Parce que du coup, sinon, la non-utilisation de l'IA ou alors l'utilisation sous-exploitée de l'IA, ça va continuer de creuser du coup le gap entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Voici ma petite conclusion.